Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Bienvenue dans Rendez-vous, votre magazine d'information générale. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Tchaba, un cadre de l'UDPS, avec qui on va scruter, on va s'exercer à notre devoir quotidien, parce que la RDC doit vivre, doit survivre et doit continuer éternellement après nous, de génération en génération et jusqu'à la fin des temps. C'est une nation qui n'est pas appelée à être comme un petit élément dans cet ensemble universel, mais la RDC est une nation à vocation d'être, en tout cas parmi les éléments moteurs de toute l'humanité. Sur tous les plans, la RDC a tout ce qu'il faudrait, tout ce dont l'humanité entière a besoin, que ce soit sur le plan de la technologie, que ce soit sur le plan ne serait-ce que de l'air, de l'oxygène, que ce soit sur le plan de l'eau. Nous regorgeons 13% des réserves mondiales des eaux en eau douce. Il n'y a pas longtemps où on nous menaçait encore d'une autre guerre qui est celle de l'eau. Parce que on doit chercher à tenter de nous imposer qu'on dévie nos eaux pour les renvoyer jusqu'au niveau du Tchad et au-delà de ces déserts-là. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas appelés à être comme un élément non essentiel, mais pour autant que les autres viennent ici pour puiser ce dont leurs nations ont besoin. Alors tout cela doit nous interpeller, c'est pourquoi nous avions toujours dit notre philosophie, c'est de rechercher toutes les intelligences possibles de manière à ce que dans toutes ces réflexions-là, eh bien, ça pourra maintenant nous correspondre avec toutes les potentialités naturelles. Bien entendu, nous, en tant que ressources humaines, qui constituent le premier capital, c'est-à-dire le capital humain. Patrick Tchaba, merci, bienvenue. Merci beaucoup. Invité ce matin, malgré qu'il pleuve, et nous avons connu les emboutages pour qu'on arrive jusqu'ici. Mais comme nous avons intérêt à parler pour la République et défendre la République, nous sommes dans l'obligation de venir répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Effectivement, c'était aussi mes sentiments quand je vous ai vu arriver. Et pourtant, il pleut depuis les petites heures du matin. Je me suis dit, est-ce qu'il viendra ou pas? Mais quand je vous ai vu arriver, effectivement, je me suis dit, bon, en tout cas, il y a des Congolais qui tiennent aussi, qui portent la RDC à cœur. Ça leur fait mal quand ça ne marche pas. Et certainement que ça leur fera plaisir quand tout ira mieux. La République démocratique du Congo, qui a négocié son deal avec les États-Unis, dont l'objectif principal, qui porte même le titre de ce deal-là, deal minerai contre sécurité. On est passé par plusieurs étapes pour finalement chuter sur la signature de cet accord-là, tant historique, à Washington. Mais pour ne pas aller dans trop de détails, quand vous regardez depuis la signature et tout ce qui continue à se passer à l'Est sur terrain, et avec les informations qui nous arrivent, premièrement, Paul Kagame venait de déclarer, il n'y a pas un mois, direct comme ça, dans un discours, que je ne quitte pas, je refuse de quitter la RDC tant que Tshisekedi est là, il fait ce qu'il fait. Comme si, ici chez nous, tout dépend de lui. Et deuxième chose, ça fait maintenant que l'information devient presque dans tous les médias. Les RDF sont en train de construire un camp militaire, je crois, à Nyangezi. Le nom peut m'échapper, vous voyez les localités de l'Est là, on ne les maîtrise pas tellement bien, non loin de Bukavu. Est-ce que, avec tout ceci, cet entêtement-là de Paul Kagame, Patrick Tchaba, la question est celle-ci. Est-ce que l'administration Trump est-elle franche vis-à-vis du président Félix Tshisekedi dans ce conflit qui nous oppose, cette injustice, cette agression nous imposée par Paul Kagame?
Oui, oui, je pense que mon frère Henri, c'est une question purement technique qui est réservée aux gens qui ont des carnets d'esprit pour répondre à tout cela. Je pense qu'avec ce débat, ça sera un débat scientifique, un débat de haut niveau qui va aider les autres à comprendre les choses, à enfin de séparer l'ignorance et la connaissance. Donc, les accords que le président de la République, M. Tshisekedi, avait signés avec les États-Unis, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'était pour nous l'accord historique, qui ne s'est jamais fait au niveau de la RDC. Nous avons parlé encore plus sur l'accord des minéraux avec la sécurité et autres. Mais chose grave que moi j'ai remarqué, jusqu'aux preuves du contraire, ça ne me concerne que moi. C'est ma réflexion. Je n'ai pas vu les États-Unis se pencher vraiment avec nous pour répondre à la positivité concernant l'esprit même de l'accord que nous avons signé avec les États-Unis. Le Rwanda, c'est un petit pays de rien du tout. Les États-Unis ne manquent rien pour donner l'épée de Damoclès sur Kagame pour dire plus jamais ça. Et c'est le même jour. Et ça mettra fin. Trump a la capacité, comme il a fait, d'arrêter Kagame et de l'amener chez lui. Mais ce qu'on est en train de voir sur le terrain, rien ne m'a pas convaincu quant à ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train toujours de marcher au dos de la cuillère concernant les accords. Les accords de Doha ont connu ses limites. On nous envoie en Suisse. Mais lorsque Kagame se prend la tête pour dire « je ne quitterai pas la RDC », je me résume en disant que un enfant ne peut jamais gronder un grand sans pourtant connaître qui est derrière lui. Donc Kagame est derrière lui, il y a les multinationaux, peut-être un peu derrière lui sans le savoir, parce que c'est la politique. Et il est en train de faire tout ce qu'il veut. Mais si nous voulons maintenant donner encore éclairage par rapport à ce qu'il est en train de construire, les camps militaires, bon, il est construit dans son pays, bien sûr, il n'y a pas un problème. Même la RDC, on peut construire les camps militaires. Par exemple, nous, la RDC, les camps militaires existent face à face avec le Congo-Brazzaville, Kanchach. Là, il n'y a pas un problème. Mais là où les bas blessent, c'est lorsqu'on voit les États-Unis ne se donnent plus encore corps et âme pour nous aider de sortir dans les difficultés qui nous ont poussé de signer les accords avec eux. Parce que le primordial était sur le plan sécuritaire, qui était primordial. C'est-à-dire les États-Unis, à ce niveau, devraient se retrouver dans l'obligation de chercher d'abord la paix à l'Est. Mais jusqu'aux preuves du contraire, on est toujours dans les pourparlers. C'est pourquoi je me résigne en disant que Étienne Tshisekedi nous avait dit ceci: prenez-vous en charge. Il avait même ajouté que la paix, l'évolution ou bien l'émergence de la RDC ne viendrait jamais ni de l'Occident, ni de l'Amérique, ni de qui que ce soit, mais chez nous, ici, par les Congolais. Vous l'avez si bien dit, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, Pas son âme. il a dit qu'il fallait se prendre en charge. Est-ce que, à chaque fois que le président Félix Tshisekedi, parce qu'on en parle aujourd'hui, je rappelle, du haut du 80e Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a pris son courage pour dire tout haut qu'il reconnaissait la volonté du président Trump à mettre fin à l'insécurité à l'Est, mais que ça a échoué. Est-ce que d'abord, vous, en tant que UDPS, aviez-vous capté quelque chose dans cette phrase-là du président Félix Tshisekedi? Deuxième chose encore, toujours dans le même, dans cet esprit-là, le président Félix Tshisekedi refuse par 2 fois d'aller au sommet de l'EAC. La dernière fois, c'est d'ailleurs, on l'a invité de prendre la présidence tournante. Il refuse. Il dit comment je vais aller diriger des gens avec tout ce comportement-là. Ce qui voudrait dire, tous ces gens-là, tous ces pays membres de l'EAC sont des complices derrière Kagame. Et quand il dit ça, on signe, il y a les retraits d'Ouvira, il revient encore, il dit, ne soyons pas naïfs. Il le dit encore devant les chefs coutumiers, soyons vigilants.
est-ce que, en tant que peuple, et particulièrement en tant que l'UDPS, est-ce que vous captez quelque chose? Vous avez eu le temps de disséquer les positions ou en quelque sorte, ce sont des orientations de Félix Tshisekedi face à toutes ces situations qui semblent être complexes? Vous savez, mon frère, j'ai toujours répété que on ne peut pas se retrouver dans la cour du roi lorsqu'on n'a pas une solution à donner au roi. Mais c'est du paradoxe. Les gens se retrouvent dans la cour du roi pour apporter des problèmes et non les solutions. Vous venez à peine de poser une très belle question en disant que est-ce que lorsque le président de la République avait dit que le président Trump a la volonté de nous aider, mais nous avons remarqué ces fiascos. Mais même les membres du gouvernement, personne n'était pas censé de disséquer, d'analyser, de dégager l'esprit du chef de l'État. Mais elles sont dans les quoi? Tout droit à trois. Tout droit à trois. Donc quand ils accompagnent le président de la République, dans une conférence de haut niveau comme au niveau des Nations Unies, vous n'arrivez pas à discuter phrase par phrase. Qu'est-ce que le chef a dit? Même dans les DPS, nous devons être en mesure d'avoir un bureau politique, des intelligences, de commencer à suivre mot par mot du chef de l'État et d'analyser et de dégager un consensus. Mais on n'a pas eu le temps, à part les bagarres, à part des positionnements, à part des tribalismes, à part des coups de gueule. Mais c'est la raison pour laquelle on ne sait pas même accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'au moment où je vous parle, le chef de l'État est en train de se démener lui seul. Personne ne l'accompagne dans ce qu'il fait comme la diplomatie. Mais vous verrez là une délégation de 20 personnes, 30 personnes derrière lui, et chaque personne est en train de partir uniquement pour faire gonfler sa poche. Et non pour réfléchir en amont et en aval, qu'est-ce qui va se passer après tout ceci. Parce que moi, je suis stratège. Pour nous, les stratèges, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on est en train de quoi? De penser en avance, de projeter à l'avenir ce qui va venir, de regarder un fait, de voir, de prendre la positivité et la négativité pour trouver un bon plan à donner au chef de l'État. Mais regarde les messages que l'État nous a lancés, personne n'a décortiqué ça. Mais si on était vraiment prudent pour décortiquer, ce n'est pas encore tard, mais si on prend encore le temps de décortiquer, d'analyser ça, donc on doit se prendre en charge en se référant au testament qu'Étienne Tshisekedi nous avait laissé. On commence à faire les marches pour dire non, trop c'est trop, on attend la paix que nous avons, que nous sommes convenus avec Trump, que ça puisse s'installer au niveau de l'Est de la RDC. Au moment où nous vous parlons, il y a des gens qui sont des résonances, de réfléchir seulement. Non, nous devons aller changer la Constitution. Changer la Constitution, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de faire les abnégations pour la Constitution. Il n'y a pas un problème. Est-ce que ces gens-là sont en train de penser en amont et en aval qu'est-ce qui se passe au pays avant d'aller même de changer la Constitution? Parce que nous devons d'abord suivre notre guide suprême qui est le président de la République. Qu'est-ce qu'il est en train de nous balancer comme les messages codés que nous devons analyser et faire même une autre technique de cette réflexion de chaque discours. Et effectivement, comme moi, vous me donnez encore moi le temps de commencer à suivre maintenant les discours du président de la République mot par mot et d'analyser à mon niveau et de faire une autre technique et de donner à mes autorités, voilà ce que nous avons réfléchi après avoir analysé les discours ou bien l'esprit du président de la République. Donc, c'est un cas sous examen que moi, avec mes collaborateurs qui travaillent avec, au niveau de ce groupe de réflexion, que nous devons réfléchir pour commencer à aider le président de la République avec nos idées, à la place d'aider le président de la République, Tinati, 3 à 3. Vous avez évoqué une philosophie qui est pratiquement étincelante. Vous dites on ne doit pas chercher à être dans la cour du roi sans qu'on ait des solutions à lui apporter. Et c'est justement ce qui semble être comme une grande difficulté dans la cour du roi. Puisque regardez encore une question toujours dans le même sens là. Le président qui donne sa philosophie ou sa vision sur ce que devrait être les dialogues.
Le secrétaire d'État américain, qui passe dernièrement au Conseil de sécurité, et donc il n'y avait qu'un seul ordre du jour, la situation à l'est de la RDC. Et il dit, les États-Unis soutiennent premièrement le dialogue direct entre Kinshasa et la FCM 23 sous les auspices de Doha pour traiter les causes immédiates. Lui parle pas des causes profondes, les causes immédiates. Et il dit encore, les États-Unis soutiennent le dialogue national inclusif sous la médiation de l'Union africaine et l'Angola. Est-ce que vous trouvez que cette prise de position des États-Unis a-t-elle tenu cette position-là? A-t-elle pris en compte aussi la vision du président de la République au sujet de ces deux dialogues-là? Franchement, moi, je réfléchis à haute voix. Je vois, on dirait, ce sont les dilatoires qu'on est en train de nous amener dans des dilatoires à tout moment. Faisons comme ça. On est en train de perdre l'État inutilement et d'empêcher le président de la République de mieux travailler afin de répondre aux aspirations du peuple. Mais avec tout cela, quand on demande tel dialogue, allez-y d'abord de côté, revenez. Depuis que nous avons commencé. Mais moi, personnellement, si moi j'étais chef de l'État, j'allais prendre mon téléphone, j'appelle Kabila, j'appelle Nanga, j'appelle les belligérants là. Je souhaiterais qu'on puisse se rencontrer avec vous, que nous discutons ensemble. Et en appelant quelques témoins en dehors du pays, qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi vous nous agressez? Et là, on parle comme homme. Et là, on parle comme les Congolais. Même si on peut remettre en cause toute telle personne, on parle Nanga comme lui Congolais. Nanga, pourquoi tu tues tes propres frères? Mais le président a dit, je pense que il a déjà même annoncé une telle idée quand il a surpris tout le monde. C'était en Belgique en disant que il s'adressait à Kagame. Je suis d'accord de faire la paix des braves, c'est-à-dire sans intermédiaire. Effectivement. Mais est-ce que le problème, nous risquons encore de retourner dans la cour du roi? Y a-t-il pas des gens capables de mettre en musique ce que lui lance, ou il doit être l'homme à tout faire? Est-ce que ça ira comme cela? Non, le problème c'est quoi? C'est un flatteur vu au départ ceux qui l'écoutent. Vous comprenez à peu près. J'ouvre la parenthèse à l'époque de l'histoire qui s'était passée je crois en Ouganda avec Idi Amin Dada. Idi Amin Dada invite les 4 pasteurs, des grands pasteurs dans son pays. Et il a fait d'abord, on a fait tuer un prisonnier, on a mis la viande bien préparée. Un grand festin. On a mis à la table, il a donné à chaque pasteur $100,000, $5,000. Il pose la question à l'un des pasteurs. Qu'est-ce que le peuple parle concernant moi? Habitué dans des mensonges, habitué dans des fausses prophéties, habitué dans des flatteries. Non, en tout cas, prendre la République, le peuple t'acclame, le peuple t'aime beaucoup parce que tu es trop beau, parce que tu fais ça, tu fais ça. Il dit, ok, deuxième pasteur, troisième, quatrième pasteur qui était encore, qui avait vraiment trop jeune, il a dit au président de la République, laisse-moi vous parler, chef de l'État, si le plan politique vous a donné le pouvoir de me diriger, mais si le plan spirituel, laisse-moi vous diriger. Le peuple est en train de pleurer sur tous les gens autrefois que tu avais tués sur la mer, l'heure qui est arrivée pour bouger même le trône du Seigneur. Au moment où je te parle, c'est le moment de se repentir, afin que l'endemain soit meilleur pour toi. Et Idi Amin Dada récupère les faux pasteurs, les pseudo-pasteurs, pour les terminer et en prenant de l'offrande pour donner à ces jeunes pasteurs afin qu'ils prient pour moi. Ayons l'habitude de dire la vérité là où ça ne marche pas. C'est ça mon école. Nous c'est une grande école, c'est que disent là où ça ne marche pas, on doit dire la vérité. Et ça ne marche pas, et ça marche. Comme le chef de l'État est entouré par plusieurs forces qui sont venues nous joindre pendant que nous avons eu le pouvoir, chacun vient pour tirer les draps de son côté, afin de faire pousser le chef de l'État à commettre encore les erreurs pour que le peuple congolais puisse vomir prendre la République comme ils ont fait avec Kabila. Est-ce que c'est pas le fait que ceux qui sont venus en tant que des alliés, peut-être qu'ils étaient venus avec toute sincérité, mais ils se rendent compte que les lieutenants du roi dansent sous un autre pied, et eux aussi ont pris la même danse là. Est-ce que y a-t-il lieu de comprendre qu'ils ont trouvé un certain comportement
Et ils ont suivi, parce qu'il y a des choses qu'on a vues même devant la presse. C'est classique, mais ça dit beaucoup. Le président qui entre dans la salle, devant la presse, ses collaborateurs directs ne se tiennent pas debout, ils sont assis en train de parler. Et on voit le DIRCAB, à l'époque, c'était Eberande qui vient maintenant pour leur dire, mais comment, devant la caméra. Alors, quel serait maintenant, dans ce sens-là, le comportement des alliés qui sont venus? Et vous trouvent vous-même, vous gérez très mal le roi. Oui, je pense que là, c'était vraiment une erreur. Je crois qu'on avait déjà sanctionné les gens qui avaient affiché un comportement malsain devant le chef de l'État, un comportement d'insubordination. Je pense que c'est déjà puni. Et puis même les allégués sur la liste des membres du cabinet président de la République. Tout ça, c'est depuis très longtemps qu'on avait déjà arrangé tout cela. Mais lorsque toi, tu viens, un fils maison a des avantages que les fils d'un allié. Quand vous venez, par exemple, vous trouver dans une maison où les fils maison prend la télécommande pour changer les émissions. Mais toi qui es un nouveau venu, tu n'auras pas qualité, tu auras la psycho de toucher la télécommande pour faire ça. Parce que lui, quand il fait ça, il n'y a pas de problème. Son père est là. S'il veut vous punir, il y aura des circonstances aggravantes et atténuantes. Donc, de la même manière que les autres sont venus nous joindre, nous, ils sont venus avec plusieurs comportements, laissez-moi vous dire, avec l'indiscipline aléatoire. Les mêmes gens-là, ils ont dit, ces mêmes gens-là, ils avaient dit à l'époque que non, Kabila, Totondio, Nanouté, les mêmes gens. Oumela. Les mêmes gens ont dit Kabila, Oumela. Les mêmes gens avaient poussé Kabila pour arrêter les membres de l'UDPS. Il y en a qui avaient même créé un parti politique baptisé Kabila Désir. Kabila Désir. Vous comprenez après Kabila Désir. Oui. Donc, les grands flatteurs au vrai sens des mots. Mais aujourd'hui, Kabila s'est retrouvé seul en cavale. Et les gens là ont changé de langage pour dire non, je regrette fort de travailler avec Kabila pendant 10 ans. Ce sont des mêmes. Franchement, mon frère. Franchement, mon frère. Mais au Congo, nous avons un problème d'hommes. C'est la raison pour laquelle que nous, l'IDPS, lorsqu'on voit les mal, nous devons crier haut et fort par rapport à l'école que nous avons subie. Au jour d'aujourd'hui, vous trouverez que les mêmes gens qui crient haut et fort pour dire avec les concepts. Comme ça ne suffisait pas, Kabila Désir, on revient. Fachi. Yondé, Fachi, aux en mission. Mais franchement, sont sérieux là-dessus. Mais lorsque vous avez les mandats, il y a la mission à l'intérieur. C'est ça le problème. Est-ce que maintenant, ce qui est consigné dans la Constitution au regard des fonctions du président de la République, il y a quelle autre mission? Parce que garantir l'intégrité du territoire national et tout, c'est constitutionnel. Mais quelle est la mission que vous amenez? Vous faites allusion à quelle mission? Les Congolais se posent des questions. Moi, je vois un monsieur était quelque part en train de prendre la bière. Automatiquement, il crie haut et fort, Fachi a une mission. Automatiquement, les faibles d'esprit ont commencé à suivre les messages en question. Il a une mission sans pourtant réfléchir. C'est la même manière que vient de parler l'esprit pour la République au niveau des Nations Unies. Les gens n'ont pas eu le temps de décortiquer les speeches. De la même manière aussi, les gens n'ont pas eu le temps de décortiquer ces petits concepts qui créent beaucoup de problèmes au niveau de la population. Une mission, lorsque les peuples donnent Fachi mandat, dans les mandats, il y a des missions à accomplir. Mais quand quelqu'un me dit, non, Fachi n'a pas les mandats, Fachi a une mission. Mais franchement, vous parlez à qui? Vous parlez aux gens qui n'ont pas passé le banc de l'école. C'est pourquoi vous trouverez que dans plusieurs chaînes, on dit que nous, l'UDPS, les gens n'ont pas étudié. Mais attends, nous avons étudié, mais les enfants, les hommes qui n'ont pas pu étudier ni décortiquer ce qui se passe au niveau des médias arrivent toujours à se faire ridiculiser par les intellectuels. Donc, ici, Fachi n'a pas une mission, Fachi a un mandat. Dans les mandats, il y a la mission qu'il doit nécessairement accomplir. En tant que président de la République, en se référant même dans notre projet de société qu'on avait promis au peuple congolais pendant la période de campagne. C'est la mission qui lui doit exécuter. Mais quand quelqu'un passe à la pour dire non, il n'a pas une mission, il n'a pas un mandat, il a une mission, je pense qu'il doit avoir un psychiatre pour voir si réellement il fonctionne très bien. Lorsqu'une personne dit tu n'as trois, vous comprenez que les concepts ici, qui amène ça, ce sont nos alliés toujours. Vous ne verrez jamais un fils maison de l'UDPS déclarer tu n'as trois. Vous ne verrez jamais fils maison vous dit oh non,
Fachi a une mission. Mais si un fils maison vous parle de Fachi, il n'a pas un mandat, il a une mission. C'est que la personne là, ce sont les gens qui sont venus joindre dans les combats sans pourtant suivre le cursus normal dans l'école du séquedisme. L'école séquedisme, c'est les valeurs. L'école séquedisme, c'est la vision. L'école séquedisme, c'est la conception de concevoir des choses. L'école séquedisme, c'est séparer les bien et les mal. L'école séquedisme, c'est aimer le Congo et les Congolais. Parce que quand on aime le Congo, on ne peut jamais tolérer qu'on puisse vendre une partie de notre terre. Quand on aime les Congolais, il n'y aura pas une justice à une variation géométrique. Et lorsque nous aimons les Congolais, il n'y aura pas une justice partielle, mais la justice sera équitable. C'est ça même le combat. Quelqu'un se retrouve maintenant dans les mangeoires, il oublie les adultes, comment c'était le coup dans ses comptes bancaires. Est-ce que l'argent est entré ou bien l'argent n'est pas entré? Mais ce n'est pas le combat que les 13 parlementaires de l'IDPS qui avaient combattu. Pourquoi pas lui-même, les B50 Tshisekedi, qui a sacrifié toute une vie à cause des Congolais. C'est pourquoi vous trouverez même dans les affiches à l'époque, il avait écrit « Les peuples d'abord ». Les peuples d'abord. Nous devons d'abord soutenir nos peuples qui, par rapport à avoir des choses qui n'ont pas à sa place d'être. C'est pour, en résumer encore, les problèmes qui se passent actuellement. Les chefs de l'État ont un cabinet, mais dans les cabinets chefs de l'État, personne n'aide pas les chefs de l'État. Les membres du cabinet, les membres du gouvernement, je ne vois pas une peut-être d'aider le président de la République. Si on peut voir sur 100%, les membres du gouvernement, il peut y avoir 20 qui est chef de l'État peut-être. Mais les 80, c'est la bouillabaisse. C'est pourquoi même le remaniement du gouvernement doit demeurer impératif pour dégager les moutons noirs. Parce que nous sommes en train de traverser une période d'ouragan à qui beaucoup de membres de l'Union sacrée vont quitter Fachi, vont partir pour se joindre à notre camp. Et ça, c'est une prophétie et ça viendra toujours. C'est pourquoi, au moment où je parle, il y a un problème de casting. Les gens qu'on amène dans les cabinets pour la République, il y a un problème de casting. Voyez d'abord la probité morale de la personne en question qui vous amène pour la République. Son parcours a été comment, s'il prend réflexion. Son parcours a été comment, s'il a fait de concevoir les choses. Mais si on prend la personne par le casting parce que tel est tel, parce que tel est l'ami à tel, parce que l'autre est préféré à tel, on est en train de rendre au président de la République un très mauvais service à qui la charge va demeurer sur lui, à qui lui-même ne peut pas s'en sortir. Et dont le président de la République de soulever la charge que lui a, en fait que le lendemain qu'on puisse coter l'IDPS après les membres de Fachi 10/10. Cette question de casting, finalement, devient comme une véritable épine dans le dos du président Félix Tshisekedi. Je recevais ici un jeune acteur de l'opposition qui, dans ses réflexions, il soulève une question, toujours en parlant du problème de casting. Il dit, est-ce que dans l'UDPS ou dans l'Union sacrée, y a-t-il pas des jeunes qui soient capables plus que Grace Coutinho? Il dit encore, est-ce que on peut prendre la ministre de la jeunesse là, la placer en débat avec, par exemple, ici, Maître Djamba, qui est de l'Union sacrée. Il dit, il n'y aura pas de débat. Est-ce qu'on peut la placer en débat? Il a cité des acteurs, des jeunes acteurs de l'Union sacrée, y compris de l'UDPS. Il dit, alors tout cela, c'est un sérieux problème. Il dit, moi je suis de l'opposition, mais on se pose aussi cette question-là de casting. Est-ce que les membres de l'UDPS ont-ils perdu cette lucidité-là? Comme on l'a vu à Genève, Félix Tshisekedi qui signe le contraire des aspirations du parti, et la réaction s'en est suivie jusqu'à le réveiller de se retirer, d'aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, il est président de la République. Donc, n'eût été cette réaction, je pense que on ne l'aurait pas vu être chef de l'État. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe là, qui ne cadre pas avec les aspirations de l'UDPS, de votre parti, mais apparemment, il n'y a pas de réaction à l'opposé pour essayer peut-être de réveiller le président dans certains réflexes. Bon, vous savez d'abord comment est-ce qu'on peut réveiller le président de la République par l'IDPS. L'IDPS à son sein, il est déjà déchiré par plusieurs morceaux. C'est un secret de polichinelle. Au sein de l'IDPS, l'IDPS est déchiré à tous les niveaux. Donc c'est pourquoi vous trouverez que le chef de l'État autrefois avait demandé que nous puissions aller au Congrès uniquement pour trouver un consensus et de mettre de l'ordre au sein du parti pour qu'on se prépare aux échéances futures.
Mais moi, j'ai constaté qu'au sein de l'IDPS aussi, avec les guerres qui se passent au niveau de l'IDPS, on n'aime pas la République. Parce qu'il y a des choses que nous devons nécessairement régler au sein du parti, mais les choses, ça sort à travers les réseaux sociaux, les coups de gueule, l'autre parle comme ça, Mbata ici, on lui donne une injonction par le plan du parti, il refuse, il fait sa manière, l'autre se réveille le matin, il se dit il est tel, l'autre se réveille le matin, il dit qu'il est communicateur, premier chef de l'État, l'autre se réveille. Tout ça, ce sont des zizanies au niveau du parti. Et si aujourd'hui, le président de la République ne jette plus encore deuxième regard de ce qui se passe encore au niveau du parti, ça sera encore l'hécatombe. Parce que le spectacle des orants que nous avons de suivre il n'y a pas longtemps, que le parti a choisi un candidat gouverneur à Sankourou, mais l'Union sacrée, qui est dirigée par un secrétaire permanent au cadre du parti, il refuse d'accepter ce que le parti lui demande de faire, il fait à sa manière. Et quand il termine de faire ça, il passe à la télévision, en train de chanter comme dans son habitude, comme il chante. Non, le candidat du bon côté est passé au détriment des candidats du mauvais côté de l'histoire. Donc, automatiquement, comme on parle du mauvais côté de l'histoire, c'est l'IDPS qui est nous, qui sommes au mauvais côté de l'histoire. Donc, ça, c'était une insulte par rapport à tout cela. Je ne les condamne pas. Je condamne les gens qui l'avaient recruté et lui donner aussi des postes de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas sa faute. La faute, c'est combat nous-mêmes qui l'avait recruté, qui l'avait propulsé et donné des responsabilités qu'on devrait nécessairement donner à un fils maison. Or, les secrétaires permanents de l'Union sacrée devraient être les secrétaires généraux de l'IDPS, en l'occurrence Augustin Kabouye. C'est ça la logique. Quand il y a des problèmes qui posent, c'est lui qui pèse l'Union sacrée, parce que qui est le capitaine de l'Union sacrée? C'est l'IDPS qui est le capitaine. On se réfère à lui. Aucun partenaire ne peut nous imposer ce choix à lui. C'est l'IDPS qui impose les choix à travers ses partenaires, parce que c'est lui qui dirige. Quand on attaque que les pays mal gouvernés, on cite qui? On cite Félix et IDPS. On ne cite pas ces gens-là, non, on les voit lui. Et chaque fois, l'opinion ne cesse de rappeler que 37 ans de combat, c'est pour tout ça. Effectivement, c'est l'IDPS. Mais lorsque maintenant vous êtes dans l'obligation de prendre les recommandations du parti, vous entêtez de ne pas faire ça, automatiquement, c'est des tohi-bohi, des zizanies encore davantage qu'on est en train d'enfoncer au niveau du parti, à la place de chercher la sérénité, à la place de chercher l'union, à la place de chercher la réflexion pour accompagner la République, mais on est dans des coups de gueule qui n'apportent rien au plan de la République, mais qui la fragilise, qui fragilise encore la République davantage, y compris les régimes. Et on est en train de nous regarder par les partenaires avec une tige dans leurs dents pour dire non, faites ce que vous voulez, nous on est là pour trouver notre part et puis pour partir. D'ailleurs, ce ne sera pas nous qui sommes les comptables, ce sera vous-même l'IDPS avec notre République. Parce que beaucoup de gens aiment le président de la République pour les postes. Mais parce qu'il a encore le pouvoir de nomination. Oui. C'est pourquoi les gens sont avec lui. Parfois, ils font des histoires pour qu'on l'aime, mais ils n'aiment pas. On est en train de foncer les chefs de l'État afin que le peuple congolais tourne un jour le regard de l'autre côté pour dire il nous a trompés, il a mal dirigé, il s'est mal comporté. Mais nous, on est en train de révéler pour la République par plusieurs canaux. Patrick Tchaba, est-ce que cette façon qui devient quelque part un peu trop gênante, les communicateurs, avec mention un peu spécifique, communicateurs privés du chef de l'État, mais qui s'évertuent ou qui excellent, voilà, à injurier tout le monde dans une immoralité inouïe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon aider le président de la République ou soutenir Félix Tshisekedi? C'est de cette manière-là, dernièrement ici, la façon dont c'est un monsieur qui se fait toujours passer pour le communicateur privé du chef de l'État a insulté Souminois.
quel que soit ce qui se serait passé lors de l'interview sur TV5 Monde, mais ces injures-là, est-ce que vous pensez, et ce qui est grave, quand il y a toujours le départ du président de la République aux États-Unis, les membres de sa délégation, ministres soient-ils, même les membres de son cabinet, on les voit faire des photos avec ce garçon-là. Est-ce que vous pensez que derrière ça, la cohésion nationale ne serait-elle pas mise en danger avec ce comportement-là? Vous savez d'abord, quelqu'un qui passe à la télévision, il s'autoproclame communicateur privé chef de l'État. Lui-même, il s'autoproclame parce qu'il n'a pas de notification qu'on lui a donnée pour dire que tu es le communicateur. D'ailleurs, ça n'a jamais existé, un communicateur privé chef de l'État. Ça n'a jamais existé. C'est quelqu'un qui se réveille après avoir bu le whisky, il n'est pas à la télévision pour dire qu'il est communicateur privé chef de l'État. Peut-être vous pouvez même ajouter pour autoproclamer. Mais pourquoi on le laisse faire? C'est pas la première fois. Oui, c'est ça au moins. C'est la raison pour laquelle je devais demander tout simplement aux services spéciaux de s'en saisir. Comment tu peux t'appeler un porte-parole, un communicateur privé chef de l'État, mais l'Occident, quand on voit ça, et voit ça d'autres manières. Parce que quelqu'un passe à la télévision, quand chez eux, quelqu'un passe, il dit, il est communicateur privé. Donc, c'est quelqu'un qui chuchote à l'oreille du chef. Ils sont dans cette logique. Ils sont dans cette logique. Or, ce n'est pas cette logique que nous, on est en train de vivre au Congo. Mais la raison pour laquelle il y a la faiblesse de l'organisation sur le plan communicationnel du président de la République. Parce que s'il y a une interdiction dans ce sens-là, je ne pense pas que quelqu'un puisse passer à la télévision, même écrire que non, je suis le porte-parole ou bien le communicateur privé encore chef de l'État. Tu es communicateur privé chef de l'État, tu es en train de vendre les sachets en cours de route. Communicateur privé chef de l'État, tu es en train de vendre les gâteaux sur le étranger. Communicateur du chef de l'État privé encore, on te voit dans des boîtes de champa et d'agéné. Et c'est là où il y a l'impunité au niveau du parti sur l'organisation communicationnelle du président de la République. C'est pourquoi je réveille le président à l'intérim Augustin Kabouya afin de mettre l'épée de Damoclès sur tout individu qui va se prévaloir en s'appelant comme communicateur privé du chef de l'État, chose qui ne s'est jamais faite en aucun jour. Mais lorsque nous laissons que ça passe ainsi, ça peut passer même au niveau de TV5 Monde, quelqu'un qui incite les gens d'une manière extraordinaire. Sur cette étiquette-là de communication privée du chef. Du chef de l'État. Je pense que ça sonne mal et on est en train même de faire saper notre parti politique. On est en train même de réduire les intelligences du parti à un prix au niveau du rabais. C'est pourquoi à mon niveau, je vais tout simplement demander encore le président de la République, même les cabinets du président de la République, afin qu'il y ait des poursuites concernant les gens qui passent à la télévision pour s'appeler communicateurs privés du chef de l'État, chose qui fait couler beaucoup d'encre de salive et qui fait même insulter lui-même le président de la République par les ennemis de la République. Donc le moment est arrivé de mettre une ligne rouge à tous ces gens-là qui arrivent à se prévaloir de se dire ils sont les communicateurs privés du président de la République. Parce qu'un communicateur du président de la République qui est connu, c'est un homme exemplaire. Tu dois quand même protéger l'image de la personne que tu engages à travers toi-même et tes dires. Et puis quand il dit il est communicateur du chef de l'État, il est communicateur d'une institution, première institution de la République. Et tu te poumones et tu incites les gens, même des mamans, même des frères, avec des injures extraordinaires qui ne sont pas beaux à écouter à travers les oreilles, même à travers les enfants. Je connais cet acte et j'appelle les partis afin de se charger pour qu'on puisse mettre fin à ce genre de pratiques qui sont devenues virales à travers les réseaux sociaux. Quant à moi, je dirais que notre ambassadeur, que le monsieur soit aux États-Unis ou pas, nous avons des ambassadeurs là-bas, puisque quand il insulte, il finit par
commencent à insulter en Chiluba, sans comprendre que c'est une façon encore de créer des zizanies entre les Congolais. Pourquoi ça? La personne que tu insultes ne parle pas Chiluba, elle comprend rien, et vous voyez ce que ça crée maintenant au niveau du pays, alors qu'on est en train d'accuser le président de beaucoup de choses, voilà le tribalisme et consort, mais eux se comportent de la sorte, et quand les membres du gouvernement sont en mission aux États-Unis, on les voit prendre des photos avec cet individu-là. Nous pensons que ça doit stopper, ça n'honore personne, ça n'honore pas la République, vous l'avez si bien dit. L'Occident est dans une autre logique, ils comprendront pas que non, ce sont des gens qui eux-mêmes s'autoproclament, ils diront que mais si c'est autoproclamé, pourquoi il n'est pas interpellé? Patrick Tchaba, où allons-nous avec le dossier des migrants expulsés des États-Unis? Le gouvernement nous a fait comprendre que ce sera une opération temporaire. On a vu d'abord les 15 arriver. Et le 21 avril ici, Donald Trump qui déclare qu'il y a 1100 Afghans qui doivent arriver en RDC et en provenance du Qatar. Et au-delà de ces 1100, il y a d'autres Afghans dénombrés à 140 000 qui sont aux États-Unis. C'est le bloc des Afghans qui y avait aidé l'armée américaine dans les opérations militaires au niveau de l'Afghanistan. Et quand les talibans ont pris le pouvoir, ces gens-là ne pouvaient plus rester parce qu'ils étaient déjà identifiés, on allait les aiguiller. Maintenant, les États-Unis ne trouvent plus d'utilité à garder ces gens-là qui les ont aidés. Maintenant, ils doivent finalement les renvoyer ici. Au juste, nous sommes en train d'aller dans quoi? Les États-Unis voudraient abuser de l'hospitalité de la RDC? Patrick Tchaba. Non, je vais d'abord parce que les sujets en question posent problème. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que même Madame Soumino Assi, le prestigieux plateau au niveau de TV5 Monde, il a eu des problèmes, des gens qui n'ont pas pu piger comment est-ce qu'ils pouvaient se défendre. Mais je pense que je vais éclaircir l'opinion quant à ça. D'abord, quand on parle des immigrants, ce ne sont pas les prisonniers. Ce sont les demandeurs d'asile qui ont fait les demandes d'asile aux États-Unis avec une raison quelconque. Quelqu'un, non, je demande l'asile, par exemple aux États-Unis, pourquoi? Parce que chez moi, dans mon pays, je suis poursuivi, peut-être par les faux bruits, je suis poursuivi par rapport à ma conviction personnelle, ma conviction religieuse, je suis poursuivi par ma conviction politique. Oui. Donc chacun est arrivé avec les motifs de demande d'asile. Quand ils ont fait la demande d'asile, il y a une commission pour analyser chaque demande d'asile. Ils ont vu, ils ont étudié leur dossier. Les autres, ils ont accepté pour rester par rapport à leur demande. Mais les autres, on a donné mention refus. Comme on a donné mention refus, ça devient maintenant impossible qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine par rapport à leurs raisons, leurs motifs de demander d'asile aux États-Unis. Les États-Unis a signé un accord avec quelques pays africains uniquement pour accueillir les immigrants dans leur pays pour une période de transit. C'est-à-dire, les États-Unis vous récupèrent, vous renvoient dans les pays signataires de cet accord. Si vous voulez bien d'être dans ces pays, ça dépendra de vous-même. Si vous voulez qu'on vous amène dans notre pays quelconque, ça dépendra de vous-même. Donc c'est un pays de transit. C'est les accords que nous avons signés. Même le Rwanda est membre signataire de cet accord. Lorsqu'on signe les accords, et cet accord, vous ne pouvez pas refuser, étant donné qu'on vous donne ces gens à qui vous avez signé l'accord, sans chicotte et sans menace. Les États-Unis acceptent les migrants de venir au Congo avec une durée bien déterminée. C'est-à-dire, je ne vois pas quelqu'un qui est né en Afghanistan, ils arrivent maintenant au Congo pour rester au Congo pour des bombes. D'abord, il y a un problème de langue. Il va se retrouver comment? Lui ne sait pas ni Lingala, ni Chiluba, ni qui que ce soit. Il va s'intégrer comment avec les autres? Ils vont chercher les pays
où il peut être à l'aise, c'est-à-dire le Congo c'est un pays transitoire, donc ils sont là uniquement pour réfléchir dans quel pays où il peut être à l'aise. S'il déclare que non, moi il veut partir au Rwanda parce qu'on parle anglais, il part. Je vais partir par exemple la Tanzanie, s'il est plus aussi signateur, il part. Et les États-Unis ont mis ses propres moyens. Mais le gouvernement ne viendra pas vous dire, regardez, nous avons reçu autant d'argent aux États-Unis. Donc c'est un problème qui s'est passé pays contre pays. Si au moins nous vous parlons que les États-Unis ont déjà versé ces montants-là au niveau du gouvernement, donc le gouvernement ne reviendra pas par nous dire, bon, écoutez, nous avons reçu maintenant 20 millions, on a pris 5 millions, on a fait ça, mais le gouvernement a déjà perçu cet argent-là. Et ce n'est pas tout au Congo, c'est dans plusieurs pays qui ont tenté de donner ces gens. Et les États-Unis est vaste. Donc tous ces gens-là ne seront pas en aucun jour se retrouver où uniquement au Congo non plus. Donc, pour votre information, les gens-là ne sont pas les prisonniers, ne sont pas les barbares, comme les gens ont déclaré fort. Non, ils viennent ici pour tuer les gens. Non. Ce sont les demandeurs d'asile à qui leur dossier a été remis en cause. Oui, là, vous parlez justement de ces 15 migrants-là, mais quand ce qui concerne les Afghans, je précise ici que ce sont ceux-là qui ont aidé l'armée américaine dans la guerre des États-Unis en Afghanistan, quand ils ont défait le Moullah Omar. Maintenant, les talibans qui ont pris le pouvoir n'en voulaient pas. Ils ont dit, vous êtes ralliés aux Américains qui sont pour eux les diables, on doit vous zigouiller. C'est comme ça qu'ils en ont pris. Les 1100 sont au Qatar et qu'on doit les ramener ici et les autres. Et ce qui tique, c'est du fait que eux n'ont pas une autre destination parce qu'il est dit qu'ils peuvent pas rentrer en Afghanistan par peur d'être tués par les talibans. Donc, déjà, c'est en contradictoire avec les conditionnalités de ces 15-là, parce que les 15, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, le président colombien a dit que les Colombiens qui sont déjà sur le sol congolais, lui doit prendre ses dispositions pour qu'ils retournent dans leur pays. Voilà. Mais le problème, c'est maintenant, ça prend une autre dimension avec les Afghans. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures appropriées pour que, après les Afghans, qu'il n'y ait pas encore autre chose? Parce que finalement, on risque de revenir encore à cette question-là de franchise entre les États-Unis face au président Félix Tshisekedi. Oui, je pense que je n'ai pas encore lu cet accord que la RDC avec d'autres pays signataires, avec les États-Unis concernant les migrants. Je ne sais pas si dans cet accord, on a même mentionné les statuts de chaque migrant et comment est-ce qu'il peut être accepté ou non acceptable. Si, dans la logique des statuts des migrants, nous constatons que la RDC avait accepté que, quelle que soit leur forme, quel que soit leur statut, nous sommes dans l'obligation de les recevoir. En tout cas, ça, nous devons attendre les mots auprès du porte-voix du gouvernement pour nous éclaircir, en fait de ne pas tomber dans des discussions, des ramassis qui risquent encore d'envenimer les problèmes qui sont sur le toit. Donc, nous devons nécessairement réfléchir. Si ces gens-là ils avaient quand même donné un coup de pouce aux États-Unis, mais on les accepte. Or, déjà, pour eux, ce sont des gens qui ont bien fait pour les États-Unis. Les États-Unis devraient nécessairement les regarder, les protéger et les loger. Leur accorder même la nationalité chez eux, là, parce qu'ils ont aidé l'armée américaine. Effectivement. Mais si les États-Unis n'en veulent plus avec ces gens-là, les gens qui ont rendu un très bon service aux États-Unis, combien, à plus forte raison, nous les Congolais, qui nous avons signé un accord avec eux pour les mines, pour la défense, et ils seront aussi en mesure de respecter d'une manière réciproque entre nous avec eux, selon les clauses. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis ont manifesté un comportement d'ingratitude aux gens qui sont venus les aider en les ramenant en Afrique. Ils n'ont pas même pu étudier pour dire que, écoutez, ce sont des... Donc, ils ne sont pas reconnaissants. Moi, que dirait maintenant, nous, les Congolais, si on donne les noms minéraux aux États-Unis, est-ce que, et aussi à leur niveau, ils vont nous remettre l'ascenseur? On se pose des questions si ça va se passer dans la positivité. Mais attendons voir les seconds communiqués du porte-parole du gouvernement
qui nous explique par rapport à ces gens qui sont en train de venir des Afghanistan, qui sont en train de venir, pour connaître que est-ce que nous, les Congolais, nous serons contents ou nous ne serons pas contents quant à ça. Donc, nous restons tout simplement avec les regards fixés vers le gouvernement en attendant que les porte-parole puissent nous éclaircir dans les heures qui suivent. Les négociations, puisque nous sommes en train de terminer notre temps d'émission, les négociations qui se sont déroulées 5 jours en Suisse, déportées délocalisées du Qatar du fait de la guerre au Moyen-Orient. Parmi certaines résolutions, parce que tout n'a pas été révélé, mais néanmoins, l'AFC M23 a pu obtenir la relaxation de 311 personnes, sinon exigées. Et du côté de la RDC, jusqu'à ce niveau, c'est au moins 160 personnes qui devraient être relaxées par l'AFC M23 et chaque camp devrait remettre ces personnes-là entre les mains de la communauté internationale de la Croix-Rouge pour que ceux qui désirent retourner à Goma, ils vont y aller et ainsi de suite. Est-ce que un opposant ici que j'ai reçu hier, il me disait, notre crainte c'est que l'on vienne nous imposer encore dans le dialogue d'accepter que ceux qui ont commis des crimes en tuant les Congolais ne fassent pas l'objet d'une justice. Parce que finalement, ces négociations, quand on doit libérer des gens comme ça, c'est-à-dire on casse les décisions de justice. Est-ce que finalement, ces négociations-là vont aboutir à quoi? Parce que le président est en train de refuser pour ne pas retourner encore dans ce cycle-là de les chèques en blanc aux criminels qui auraient tué le Congolais finalement. Vous savez, c'est par là où je donne raison à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de faire l'abnégation ou bien les changements de la Constitution. Pourquoi? Si nous avons l'opportunité de changer la Constitution ou bien de faire l'abnégation de la Constitution, nous devons insérer quelques articles. Chaque individu qui aurait touché les armes contre ses propres Congolais mérite la peine de pendaison. Chaque individu qui aurait touché les armes contre ses frères congolais, sa famille, toute sa génération, on va estampiller à la main. Donc, on ne peut jamais encore vous engager une part. On tue votre père. Quand même, l'infraction est individuelle. Non, vous allez punir même ça se passe au Maroc comme ça. Famille. Renseignez-vous au Maroc. Quand vous volez, on vous estampille sur votre bras. Donc, quand on veut vous engager, on regarde. Si vous avez ça, non, c'est un voleur. C'est comme ça au Maroc. Est-ce que vous trouverez que c'est difficile de commettre parce que tu risques même de préjudier toute une génération. Mais maintenant, cette fois-ci, lorsqu'on va insérer ça, et puis on dit en négociation, plus jamais de dialogue dans ce pays. Tout celui qui va toucher les armes voit les conséquences. Et ça, on respecte la loi congolaise. Mais comme de tels genres, des articles, ce n'est pas bien fignolé dans la Constitution, on laisse beaucoup des ouvertures, mais qu'il y soit un article verrouillé par le peuple. Et je pense que prochainement, on rappelle encore les gens, quand il est frustré, il doit aller toucher les armes, afin de revenir pour puisse passer au dialogue, afin de réintégrer les institutions. Et tout ça. Bon, c'est comme si le dialogue est devenu constitutionnel. Parce qu'à tout moment, quand le président de la République arrive pour le second quinquennat, il faut dialoguer. À tout moment, quand le président de la République vient, dernier quinquennat, il faut dialoguer. Et avant de dialoguer, les gens ont commis des bavures, après ils arrivent pour être blanchis. Non, ça ne doit plus encore se passer comme ça. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation maintenant de faire quoi? De changer la Constitution. Parce que quand on change la Constitution, les gens voient toujours premier et troisième mandat. Non. Si on change la Constitution, le public n'est pas bénéficié troisième mandat, il va bénéficier premier mandat. Pourquoi premier mandat? Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle Constitution que nous avons, par exemple, nommé 7 ans. Pour un quinquennat, 7 ans. Mais le président de la République, quand il va postuler, il ne sera pas seul. Il sera accompagné avec beaucoup de belligérants. Chacun viendra pour postuler. Les Mbemba et les Katumba et tout ça. Ils viendront les challengers. Les challengers, ils viendront maintenant. Tout le monde viendra uniquement pour bénéficier de cela.
Et Kabila aussi. Et les Kabila aussi, parce que quand on change la constitution, c'est-à-dire tout ce qui est des Kabila, on met à côté. Quand on doit changer, donc on remet en cause tout sauf rien, parce que Kabila a été condamné sur base de la constitution, de l'ancienne constitution. La loi le régissant en tant que sénateur, elle est relative à cette constitution. Effectivement, donc lui aussi va revenir, comme candidat de la République. Et ça ne sera pas aussi tâche facile que le président de la République va accepter en tant que tel. Donc nous sommes en train de réfléchir en amont et en aval, voir les avantages et les inconvénients, ce qui peut nous arriver à la longue. De la même manière, quand on commence à obliger à demander, parce que chacun arrive avec les cas de charge pour dire, nous, M23, nous demandons que vous devez s'incliner par rapport à notre demande. La RDC demande aussi que vous aussi, vous allez s'incliner par rapport à notre demande. Automatiquement, il y a un couac. Un blocage. Et quand il y a un couac, on va faire quoi? On va encore vous renvoyer ailleurs. Et quand on va vous renvoyer ailleurs, les jours passent. Et rien n'évolue. Et rien ne fait. Et puis Goma est toujours dirigé Bugandanga par les Nanga. Et il n'y a plus encore de possibilité que nous, moi, de descendre à Goma. Parce qu'on va à Goma, on va dire qu'il il devient rebelle. On peut aller acheter les histoires et tout ça, mais quand on nous voit, nous, là-bas, nous sommes des rebelles. Donc nous voulons que le Congo puisse être réunifié davantage. On est en train déjà, on a fini tout notre temps. Félix Tshisekedi, on va terminer par cette question. Il parle, lui, que tout ce qu'il fait, c'est pour assouplir les textes pour que son successeur, selon ses propres termes, ne vienne pas trouver les mêmes difficultés que lui. Lui parle d'un successeur, mais dans votre camp, le camp du pouvoir, on déclare que à part lui, personne d'autre. Voici la question. Un parti politique, évidemment, a pour vocation conquérir et conserver. Maintenant, à votre niveau, pour vous, la conservation est-elle personnifiée ou elle doit être normative, c'est-à-dire dans le cadre de l'institution comme parti politique, où effectivement, à part lui, il n'y a personne dans l'UDPS qui peut succéder à Félix Tshisekedi? Non, vous savez, il y a les interventions qui arrivent souvent sur votre plateau par les tambourinaires, périphéreurs, qui arrivent à prononcer non, à part Fachi, à part personne. Ce sont laissez-moi vous dire, ce sont peut-être non même passé sur les bancs de l'école. Comment tu peux arriver à dire que non, à part Fachi, il n'y aura pas encore de personne qui va de ce pays? On a vu tout un ministre le dire. Or, quand le Kabila était au pouvoir, on nous disait, nous, par les Kabylies qui sont avec nous aujourd'hui, que, à part ce qui dit qui peut diriger le pays dans l'IDPS, parce qu'il n'y a personne. On nous a dit ceci, que dans l'IDPS, il y a personne compétent qui peut diriger ce pays. Mais là, il parlait du sphinx de l'Imété. Mais effectivement, quand c'était en tant que vivant. Oui. À part, d'ailleurs, c'est qu'il est en train de souffrir. Il est souffrant déjà. Il va mourir bientôt. Et c'est fini pour l'IDPS. C'est fini pour l'IDPS parce qu'il n'y a personne qui peut diriger les pays pour être candidat face à Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons démontré à suffisance que dans l'IDPS, il y a des costauds, les mentales d'acier, qui arrivent à diriger ce Congo malgré ses multiples problèmes. En l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi. Fachi n'est pas éternel. Mais quand on dit Fachi, il y aura un certain moment, le corps dit non de ne plus encore exercer les fonctions pour la République. C'est-à-dire, on va dire, bon, malgré comme le corps a dit non, reste même dans là. les béquilles, reste toujours là. Nous sommes sérieux là-dessus. Si on veut défendre la République, il faut défendre la République avec une manière intelligente. Quand tu défends la République sans pourtant réfléchir, tu deviens, je ne sais pas, je manque les termes ou bien les mots à qualifier ce genre de personnes. C'est pourquoi vous trouverez que quand les gens passent, ils disent que non, à part lui, c'est gravissime, parce que dans l'IDPS, il y a des gens très compétents, à part Fachi, il y a des gens qui font travail encore pour accompagner la vision d'Étienne Tshisekedi. Fachi est en train d'accompagner cette vision, et quand il n'est pas là, l'autre viendra pour accompagner, si nous voulons garder le pouvoir au plus longtemps possible, comme exige les dirigeants d'un parti politique. Donc je pense que les gens qui arrivent à prononcer ce genre de mots de faiblesse, donc ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, et ce sont les gens qui sont tellement limités dans leur vie, ce sont les gens, je les appelle les parasites.
Donc, bref, dans l'IDPS, il y a des gens, après Fachi, il y aura une personne qui va diriger mieux peut-être que lui au niveau de l'IDPS. Pourquoi remettre un grand parti comme ça en pâture, qui rigole à son sein les intellectuels de haute facture, mais on le remet en cause. Pourquoi? Parce que quelqu'un passait pour dire, à part lui, personne n'a pas dirigé ce pays. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce numéro. Je réédite encore toute ma reconnaissance parce qu'il a plu depuis les petites heures. Mais vous êtes venus, vous avez bravé la pluie. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a réalisé, au DT Lika, à Chrislin qui est dans les machines, ainsi qu'à André qui nous accompagne. Quant à nous, nous vous disons, tenez toujours rendez-vous. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.